Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Audrey Bourrelot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis vraiment ravie. Je vous ai écouté à l'occasion d'une rencontre avec Marie-Pierre Rixain, qui a été organisée à l'Assemblée nationale par Marie-Pierre Rixain. Et c'est vrai que j'ai été marquée par votre discours, par votre attitude et surtout par le fond du sujet que vous abordiez. Les Échos parlent de vous comme la garante d'un nouveau monde agricole. Audrey, vous êtes à la tête du campus Hectare qui est financé en grande partie par Xavier Niel. Vous êtes ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Vous vous consacrez désormais aux agriculteurs et aux startups qui souhaitent révolutionner le secteur. Mieux manger tout en préservant les terres nourricières, c'est un peu votre slogan. Audrey, voici quelques lignes d'introduction, mais je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Bonjour, merci pour cette belle invitation. Donc, je suis Audrey Bourrelot, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 jeunes enfants et j'ai 42 ans. Et je crois que le projet que je porte, Hectare, c'est un peu à 40 ans l'alignement que je recherchais. De dire que j'ai eu la chance, et on y reviendra peut-être, de faire plein de choses dans ma vie, dans le privé, effectivement, sur des fonctions après plus politiques. Et aujourd'hui, j'entreprends. Et j'entreprends avec mes convictions, qui sont celles de porter un secteur qui me tient à cœur, l'agriculture, parce que l'agriculteur, c'est le seul entrepreneur dont on a besoin 3 fois par jour. Et je m'explique pas, en ayant grandi dans ce beau pays qu'est la France, comment on a pu arriver à pas projeter de rôle modèle, d'envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Hectare, c'est vraiment inspirer, susciter des vocations et trouver des solutions pour ces super entrepreneurs du vivant. Alors, vous avez donc évolué dans le secteur vinicole, vous avez même dirigé le syndicat des Côtes de Bordeaux, c'est ça, et également le lobby Vin et Société. Vous avez été nommée femme de 2014 par la Revue des Vins et de France. Comment vous retracez votre parcours, en fait? Qu'est-ce qui a été, quand vous parlez de 40 et quelques années, enfin, je suis bien placée pour le savoir, puisque 40 ans, j'ai 40 ans aussi. Et souvent, d'ailleurs, on fait référence à la Bible. 40 ans, on dit que, bibliquement, c'est le temps qu'il a fallu pour arriver ailleurs. En tout cas, moi, ça m'avait marqué comme phrase. Mais du coup, quel est le fil rouge dans votre carrière? Parce que finalement, il y a une forme de linéarité. En tout cas, on sent qu'il y a quand même il y a une ligne rouge là-dedans. La ligne rouge, ça a été les entrepreneurs du vivant, viticulture, agriculture. C'est vraiment un secteur parce que derrière chacun de ces produits, il y a des vies très différentes. Notre pays, il a une chance d'avoir plein de territoires incroyables. Je prends l'exemple de la viticulture. Je travaille depuis 10 à 15 ans sur ces questions-là. Vous avez des caractéristiques très différentes selon que vous êtes dans le sud de la France, que vous êtes en Champagne, à Bordeaux. Et je trouve que ce sont des produits très riches d'histoire à chaque fois, et d'hommes et de rencontres et de femmes. Et peut-être pour revenir sur mon parcours, je pense qu'il est caractérisé en 3 grandes étapes. Moi, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres et on m'a dit surtout de partir de ce territoire, d'aller à Paris, de faire une école d'agriculteur. Doublement petite fille d'agriculteur, et surtout, on n'a jamais traduit le succès dans les métiers de reprendre une ferme. C'était pas ça, c'était surtout quitte ton territoire, pars à Paris, fais une école de commerce. Donc j'ai fait toutes les étapes et pour rechercher cette légitimité et ces codes. Et en fait, je crois que j'ai 3 grandes étapes assez structurantes. C'est apprendre ces codes de l'entrepreneuriat, prépa, subdeco, qui nous formatent assez sur des façons d'apprendre et de conduire. Alors moi, j'étais très dans le marketing, le commercial. J'ai appliqué ça et je crois que c'est une chance au début d'une carrière, même si aujourd'hui on sent que les jeunes se désintéressent un peu des grands groupes. Moi, j'ai fait plutôt des grands groupes au début de ma carrière. Et je pense que c'était aussi une force de structuration, de méthode. Le seul petit pas de côté que j'ai pu faire où je me suis écartée des produits agricoles ou viticoles, c'est que je suis partie à l'international pour un groupe qui était BIC en Afrique au Moyen-Orient. Et je pense que je reviens souvent sur cette étape-là parce que ça m'a montré que ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, dans des groupes très européens, ne fonctionne pas. Quand vous êtes en Afrique au Moyen-Orient, les codes la négociation ne sont plus applicables. Il faut jouer sur d'autres sorts. Donc j'ai toujours cultivé un peu cette créativité dans mon parcours.
Et puis après, j'ai commencé, effectivement, vous avez parlé des Côtes de Bordeaux, vous avez parlé de Vin et Société, avoir une carrière plutôt du côté des filières, des syndicats. Et je crois que j'ai aimé convaincre beaucoup. On retrouve quand même le fil conducteur des écoles de commerce. Hein. Quand même. Mais avec, j'allais dire, quand vous vous retrouvez... Alors moi, je suis passée effectivement de groupes internationaux dans la distribution, avec plein de méthodologies, aux Côtes de Bordeaux, dans des villages assez reculés, que sont Castillon-la-Bataille, Blaye, Côtes de Bordeaux, et retrouver la même envie de ces entrepreneurs qui font des vins, d'aller à l'international, d'être reconnus. Et c'était super, parce que j'avais les codes des grands groupes, et l'envie de convaincre et de les emmener très loin. Donc je crois que cette conviction, j'ai commencé à la toucher du doigt dans le Bordelais. Puis après, j'ai porté ces fonctions-là avec Vin et Société. Et là, je me suis attachée à essayer de défendre la viticulture auprès des pouvoirs publics, ce qu'on appelle du lobbying, du plaidoyer. Et peut-être avec du recul, puisqu'après, je suis allée en politique, on pourra y revenir, je me suis rendu compte, et c'est peut-être un des reproches, que c'est assez commun dans ce qu'on appelle les syndicats, les corps intermédiaires, plutôt de se battre contre, en fait. On se bat souvent contre le gouvernement, contre une mesure. Et je crois qu'Hectare, ce que j'ai envie aujourd'hui avec ce projet plus entrepreneurial, c'est de trouver des solutions. Je pense qu'on est aussi dans un temps où il faut un peu changer ces rapports entre les corps intermédiaires, le gouvernement, les citoyens. On est dans un temps d'urgence où on doit co-construire des solutions, et c'est peut-être ce que j'essaye de faire avec Hectare, d'être vraiment sur l'orientation de solutions pour agir. Les constats, tout le monde les connaît, on peut dire c'est la faute des uns, des autres, mais les solutions, elles ne se feront que si on est tous ensemble pour les porter, citoyens. On pourrait y revenir sur l'alimentation. Quel est le rôle d'un consommateur? Il a le choix de choisir ce qu'il met dans son caddie chaque jour. Ce que sont les pouvoirs publics et ce que sont les entrepreneurs. Alors Hectare, c'est dans les Yvelines. C'est de la formation d'agriculteurs à l'entrepreneuriat tech, et quand même un business angel de renom qui est Xavier Niel. Ça, on va y revenir parce que ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez convaincu. Après, je peux comprendre aussi, connaissant un peu l'état d'esprit. Il y a 160 000 fermes qui seront à reprendre dans les 2 ans à venir, je crois, enfin 2-3 ans à venir. Donc vous vous attaquez à un enjeu de taille, qui est de aider la profession à basculer dans un rapport apaisé avec la technologie, sans pour autant être amené à remplacer l'agriculteur. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse d'Hectare, en fait. Parce que finalement, c'est relativement récent. Enfin, ça n'existe pas depuis 15 ans. Je crois que c'était fin 2019 ou quelque chose comme ça, et que vous avez ouvert les portes 2021, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai eu la chance de mon parcours professionnel d'être conseillère agricole du président de la République, et d'avoir 3 ans, j'allais dire, au cœur du réacteur pour porter des politiques agricoles. Et après cette expérience extraordinaire, je me suis dit, il y a d'autres moyens aujourd'hui de porter ses convictions que la politique. Il y a l'entrepreneuriat impact. Et je suis allée voir Xavier Niel en lui indiquant ma préoccupation sur ces 160 000 fermes à reprendre, sur l'absence de rôle modèle. Et je trouve que ce qu'il avait fait avec 42, sur casser les codes, avoir des formations plus agiles et inspirées, on pouvait le faire avec l'agriculture. Et c'est là où il m'a donné en tout cas son soutien et bien sûr son financement pour lancer Hectare. Et aujourd'hui, c'est vraiment trouver des rôles modèles, inspirer la jeune génération. 160 000 fermes à reprendre, mais quand je regarde mon pays, il y a peut-être quelque chose qui a souligné. La moitié de notre pays, ce sont des terres agricoles. 50%, quand je regarde la carte de France, ce sont des terres agricoles. 30% des forêts. Quand on parle du climat, du carbone, on va par ces métiers avoir des solutions concrètes. Donc moi, c'était inspiré, parce que je ne m'explique pas pourquoi on n'arrive pas à plus inspirer des jeunes à reprendre des fermes. Il faut trouver des modèles économiques gagnants, c'est ce qu'on fait avec Hectare, leur retrouver des équilibres de vie, mais c'est aussi des métiers qui apporteront des solutions pour la transition climatique. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre? Exactement ce que je viens de dire en plus synthétique. Mais lui, il portait ça quand même. Enfin, je pense que c'était un sujet. Il l'avait en tête, ou il s'est dit tiens, personne n'y a pensé. Est-ce que c'était en tant qu'entrepreneur, il s'est dit, enfin, et investisseur, est-ce qu'il s'est dit vous êtes la première à aller là-dedans? Je pense qu'il avait conscience des enjeux de transition, et notamment comme quoi la tech pouvait être aussi un facilitateur. Et je pense que c'est quelqu'un, quand on vient lui présenter un projet, il investit dans énormément de startups et de projets d'entreprise, il est à l'écoute. Et effectivement, moi j'ai eu cette chance qu'il nous accompagne, et parce qu'aussi on a mis de la tech dans le projet Hectare, pas à la place. Et moi je voudrais réconcilier la tech et l'environnement. La tech, c'est pas contre l'environnement. Chez Hectare, on fait pas de la tech pour de la tech. On se dit, est-ce que le digital, c'est un moyen
de mieux m'organiser sur ma ferme. On en parle très peu, mais c'est un métier qui a besoin de retrouver des outils de son temps dans l'organisation, d'être attractif pour des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des outils, de la petite robotique ou autre, qui enlèvent certaines tâches un peu pénibles dans les champs? Est-ce que j'ai des logiciels de stations de météo connectées qui se croisent avec mes données dans mes champs? C'est un secteur qui doit vivre avec son temps et on doit le faire si ça rend service soit à l'agriculteur, soit au modèle économique, soit à l'environnement. Et c'est comme ça qu'on choisit le digital chez Hectare. Alors, sauf erreur de ma part, c'est pas une école d'agriculture, Hector. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas de formation technique ni agronomique. On devient pas agriculteur en allant chez Hectare. Pas du tout. Nous, c'est de partir du principe que l'agriculteur est un entrepreneur comme un autre et qu'il faut qu'on fasse des programmes de coaching que peut-être ceux qui nous écoutent connaissent dans d'autres entreprises, mais qui sont peu faits. On a un excellent enseignement technique agricole et en revanche, on a besoin aujourd'hui pour des nouveaux entrants. Hectare, ça s'adresse souvent à des nouveaux entrants qui ont 30-35 ans, qui ont déjà un premier parcours de vie, qui ont souvent pour 80% d'entre eux déjà un actif agricole dont ils sont éloignés et se disent j'ai envie de reprendre cette ferme, elle a été dans ma famille depuis longtemps, mais comment je peux en vivre et le faire en ayant des équilibres de vie. Donc c'est ça le profil, c'est des gens qui sont quand même, chez Hectare, il y a d'abord des agriculteurs, c'est quand même des gens qui veulent reprendre des fermes. Ah, ils sont pas forcément agriculteurs. On a eu que 30% de filles ou filles d'agriculteurs. Tous les autres, c'est des cadres, des gens qui ont fait de la finance, des gens qui sont en train de marketing et qui se disent, moi, j'ai envie de reprendre une ferme. Il y en avait une dans ma famille, on s'y est pas intéressé, ou j'ai envie d'en acheter une. Comment je fais pour que le modèle économique tourne Ils sont pas agriculteurs forcément. Est-ce qu'il faut être agriculteur pour reprendre une ferme? Est-ce qu'il faut être agriculteur ou pas? C'est quoi être agriculteur? C'est être chef d'entreprise. Donc, il faut être chef d'entreprise. Et moi, j'essaye aussi de dire, vous ne pourrez pas tout faire. Et on peut avoir des chefs d'entreprise agricoles qui n'ont pas d'expertise technique. Alors, je sais que c'est pas très imaginé, mais on peut aller chercher un chef de culture. Je vais prendre l'exemple. Chez Hectare, on a une ferme pilote qui fait 300 hectares. On fait de la céréale, on vient de remettre un élevage, on est en train de lancer un projet d'huile cosmétique sur la fleur. Il est impossible que la même personne à la tête de cette ferme ait toutes ses compétences. Donc, on va aller chercher dans l'équipe des profils, ce qu'on appelle des chefs de culture, des responsables techniques. Et la personne à la tête d'une ferme peut être meilleure pour commercialiser, vendre, suivre la traçabilité des produits. Et je crois qu'il faut un peu, derrière ce mot agriculteur, voir plein de visages différents. Il y aura des super techniciens des champs, et c'est très bien. Il y aura peut-être des gens qui seront plus commerciaux. On doit composer avec tout ça. Et ce que j'ai perçu avec Hectare, c'est qu'il n'y a plus de modèle économique qui tourne aujourd'hui. En fait, on a conçu notre histoire agricole sur des familles d'agriculteurs qui avaient leurs terres, qui n'ont pas trop compté leur temps. Et on peut les remercier parce qu'ils ont souvent consacré des vies entières à vouloir nous nourrir sainement. Mais qu'aujourd'hui, dans la révolution sociale qu'on vit dans tous les secteurs, ceux qui veulent reprendre des fermes, ils veulent des équilibres de vie. Et que quand je prends un business plan et que je mets de l'économie et du vrai temps de travail, il faut créer énormément de revenus et de valeur sur sa ferme, soit transformer ses produits, soit produire des énergies vertes. Demain, on aura 70% des fermes en France qui vont produire des énergies vertes, du solaire, du photovoltaïque, peut-être du biogaz. Donc on a plein de ressources sur nos fermes. On pourra demain peut-être faire de l'agrotourisme, faire des tiers-lieux dans des fermes. Donc tous ces modèles vont cohabiter. Certains choisiront une voie ou une autre, mais c'est notre rôle avec Hectare de coacher ces entrepreneurs et de sécuriser leur business model. Je sais que je passe du coq à l'âne, mais j'aimerais bien, parce que vous connaissez forcément les chiffres mieux que moi, les gens se rendent peut-être pas compte de ce qu'il y a dans leur assiette. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent que la pomme de terre qu'ils sont en train de manger, elle vient pas de France. Peut-être, qu'est-ce que ça représente, l'agriculture française en termes de chiffres? Aujourd'hui, sur chacun des secteurs, vous venez de le dire, vous avez pris l'exemple des fruits et légumes, ou je pourrais prendre celui du poulet, on est extrêmement déficitaire sur certains segments. On importe la moitié de nos fruits et nos légumes quand même. C'est ça. 60% de notre volaille est importée. Alors qu'on a un sujet géopolitique de souveraineté alimentaire et de réarmer notre secteur agricole au sens premier. Et on s'est écarté de tout ça. Moi, j'ai été très, très, très frappée avec Hectare de voir qu'il y a eu un oubli des personnes dans la société française, du rapport au temps long. Moi, quand je leur dis, effectivement, je vais reprendre ce chiffre. La moitié de notre territoire, ce sont des terres agricoles. Donc, ça fait 26 millions d'hectares. La surface agricole. 13 millions, ce sont des céréales, ce qu'on appelle dans notre jargon agricole les grandes cultures, du blé, de l'orge. Et aujourd'hui, on a beaucoup exporté ces matières, notamment vers des zones comme l'Afrique, etc. Et souvent, quand on nous parle de 2050, où il faut qu'on restaure nos sols, je pourrais y revenir, on a besoin de régénérer nos ressources, nos sols, d'en prendre plus soin. Eh bien, pour adresser ces sujets-là, on n'a qu'une moisson par an, en fait. On sème une fois le blé et on le moissonne, on le sème plutôt vers septembre-octobre selon les conditions et on le récolte par la moisson au mois de juillet-août. 2050,
Là, aujourd'hui, on est en 2023. Il reste 27 moissons. Et quand je dois changer toutes mes pratiques, peut-être aller moins sur ces marchés export, transformer tout ou partie de cette matière première, l'agriculteur, lui, il essaie une fois par an. Il fait pas annuler en place 2-3 fois par semaine. C'est ça. Et donc, ce rapport au temps long, au vivant, il a besoin d'être expliqué. On a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands groupes industriels et agroalimentaires et la grande distribution sont en train de parler de décarboner leur entreprise. Et toutes se rendent compte qu'il va falloir se réintéresser à comment poussent ces produits dans nos fermes, quelle valeur on en redonne. Et je crois qu'il y a un bon moment pour réinventer ces modèles gagnants. Je finirai sur un exemple qui est la baguette. Vous m'avez dit quel type de produit est un peu phare dans notre alimentation. La baguette française, elle est quand même assez emblématique. Elle a été classée en plus à l'UNESCO dans le patrimoine culturel français. Quand je prends une baguette de pain et si je dis que je veux une baguette de pain zéro carbone, demain, dans ma boulangerie, j'ai 47% des émissions carbone de cette baguette qui se passent dans les fermes agricoles et c'est que 5% du revenu de la baguette de pain. Et donc, si je veux à un moment donné redonner de la valeur, aider l'agriculteur à mieux préserver ses sols, à être dans une démarche qui capte du carbone dans sa ferme, il va falloir se mettre d'accord avec ceux qui collectent la céréale dans nos fermes, ceux qui transforment, jusqu'au boulanger, jusqu'au consommateur. Et donc, il y a un vrai besoin de mieux répartir la valeur et de mieux supporter le coût de la transition. Alors, il y a une super nouvelle, c'est qu'on sait faire dans nos champs. Il n'y a pas de limite technique, ça je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent. On sait faire la transition environnementale dans toutes les fermes de France. La seule question, c'est que ça a un coût. Et qui supporte ce coût de la transition entre ceux qui transforment les produits, ceux qui les achètent. Mais alors, qui supporte le coût ? C'est ce qu'il faut retrouver dans des modèles gagnants. Alors, on a une chance. Le carbone, aujourd'hui, a une valeur. On a des crédits carbone. Il faudrait parler des crédits carbone faits en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour revenir aux terres agricoles, on a 25% de nos sols agricoles qui sont dégradés en France. C'est-à-dire qu'ils sont abîmés et qui, à cause d'un travail assez depuis de longues années sur ces sols-là, et on sait les régénérer. Les régénérer, c'est comme... je vais prendre un exemple comme notre peau. Oui, bien sûr. On lui met une crème pour la couvrir, la protéger. Les sols agricoles, il faudrait en permanence mettre ce qu'on appelle, je vais pas être trop technique, les couvrir avec des couverts végétaux. Donc, c'est planter entre un blé, une céréale et une autre, mettre en place des couverts végétaux. On sait le faire, ça fonctionne très bien et ça capte du carbone. Aujourd'hui, un moyen de financer cette implantation de couverture des sols, c'est d'arriver à revendre du carbone à des entreprises qui aujourd'hui sont dans des stratégies de compensation de carbone, de réchauffement climatique. Et donc, c'est ces nouveaux modèles de valeur. Demain, les agriculteurs peuvent vendre. Aujourd'hui, ça existe. On a des startups chez Hectare qui sont sur ce segment-là, le carbone qu'ils produisent grâce à leurs pratiques. On pourrait devant vendre des crédits nature. L'agriculteur vend aujourd'hui son carbone. Il fait aussi plein d'autres choses pour la biodiversité. S'il remet des arbres, s'il remet d'autres pratiques dans ses champs, aujourd'hui, c'est pas que le produit qui pourra supporter la transition parce qu'on voit qu'on est dans des contextes d'inflation, de hausse des prix, mais on pourrait être aussi rémunéré, ce que j'appelle pour des services environnementaux qu'on rend par ces pratiques. Donc, il y a tout un système aujourd'hui de travail qu'on fait chez Hectare où on essaye de mettre toute la chaîne de valeur, l'agriculteur, ceux qui transforment, ceux qui distribuent, le consommateur, pour dire comment on recrée ces modèles gagnants pour qu'une partie soit prise par une hausse des prix quand c'est possible sur certains marchés à haute valeur ajoutée et d'autres, ça sera un peu ce paiement pour les services que rend l'agriculteur à son territoire et à ses citoyens. Il y a combien de startups environ au sein d'Hectare ? On en est aujourd'hui à 42. On va en accélérer 80 sur... Oui, c'est un joli signe. 80 sur 2 ans. Une préoccupation pour nous, c'est qu'on a besoin de plus d'innovation. Et aujourd'hui, on a besoin de convaincre la finance. Quand je prends l'argent qui est investi dans les startups, il n'y en a que 6% qui est fléché vers le secteur de ce qu'on appelle l'agritech. Et nous, on aime bien un peu creuser les chiffres chez Hectare. Et quand je regarde ces 6%, 70% de ces 6%, ce qui est déjà pas énorme, que 6% de l'argent qui va vers l'agritech quand on vient de parler de tous ces enjeux, de retrouver des entrepreneurs, de faire de la transition, ces 70%, ils vont que sur des solutions de livraison à domicile, je vais pas citer des noms, donc ils vont beaucoup sur la livraison, pas du tout vers les champs, en fait, vers l'amont. On a que donc 30 ou 40% qui vont aller vers des solutions d'alternatives aux pesticides, de justement peut-être croiser de la donnée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des startups qui travaillent sur tous les changements climatiques
scientifiques par des algorithmes et qui essayent de trouver des combinaisons gagnantes entre changement météo et ce qu'on doit faire pousser dans nos champs. Et ça, c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, on a un temps plus long. Si l'essai va demander un retour, nous on dit qu'en agritech, à moins de 10 ans, il faut pas attendre les mêmes retours investissement dans un secteur où vous faites de la livraison. Et donc, on a un énorme rôle de plaidoyer chez Hectare auprès des fonds d'investissement pour leur dire, d'un, il faut investir plus dans l'agritech et deux, il faut pas attendre les mêmes retours financiers, il faut ralentir. Voilà. Parce que vous les aidez à lever des fonds, ces startups, Exactement. forcément. Oui. Donc nous, on prend des startups qui ont plutôt 3 ans d'existence et on les emmène à devenir des champions plutôt européens parce que on peut y revenir. La France, effectivement, est une grande puissance agricole, mais l'innovation, le digital, c'est au moins à l'échelle européenne, voire internationale. Et donc, on essaie vraiment, nous, de les accélérer jusqu'à la prochaine levée de fonds. Et ce qui est assez formidable aussi, c'est que c'est dès le début des entreprises. Donc, on a eu la chance d'être soutenu par pas mal d'entreprises qui choisissent avec nous l'innovation. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est qu'on a aussi des agriculteurs dans nos jurys de sélection parce que ça permet d'avoir une vision très claire quand on sélectionne les startups ça répond à un besoin d'une grande entreprise, mais est-ce que moi, agriculteur, dans ma vraie vie, je vais m'en servir? Bien sûr. Et c'est vrai qu'Hectare, moi, je tiens beaucoup à ce qu'on soit très botte au pied et très ancré à la réalité. C'est pas comme tout à l'heure sur le digital, sur les startups, c'est est-ce que cet outil, il répond vraiment à un besoin de l'agriculteur? Est-ce que c'est facilement est-ce qu'on peut le mettre en œuvre facilement dans notre quotidien ou pas? Audrey, si on voulait résumer les grands enjeux d'une révolution de l'agriculture, vous diriez quoi? Attirer des jeunes générations. Moi, c'est vrai que souvent, et vous m'aviez entendu intervenir, si là, on projette nos auditeurs dans est-ce que vous pouvez me donner le nom ou prénom d'un agriculteur? Généralement, j'ai un blanc assez intersidéral, ce qui n'est pas le cas quand on parle des chefs cuisiniers. Donc, je me dis comment on en est arrivé là, de pas avoir collectivement des rôles modèles qui inspirent. Donc, moi, je travaille beaucoup sur susciter des vocations. La révolution, elle reviendra par trouver des modèles économiques. Parce qu'à un moment donné, on va pas attirer des jeunes dans des modèles où ils gagnent pas leur vie et ils y laissent leur santé. Donc moi, c'est trouver des équilibres économiques et sociaux. Et la troisième chose, c'est un peu une réconciliation. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai une approche assez sociologique chez Hectare et c'est qu'est-ce que c'est être un agriculteur et comment aujourd'hui on accepte qu'il y ait plein de formes d'agriculture qui existent déjà mais qui sont perçues, des modèles très familiaux, des modèles tournés à l'export, des modèles tournés en circuit court et on a tendance à vouloir mettre les agriculteurs dans des cases, à ce que tout le monde fasse la même chose et à peu près le même sociotype. Effectivement, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, moi ça ne me choque pas qu'un repreneur de ferme n'ait pas forcément une très grande expertise technique et qu'il sache s'entourer. Mais c'est quand je dis moi-même que j'ai une ferme, tu ressembles pas vraiment à ce qu'on a dans l'imaginaire d'une agricultrice. Pourquoi? Comment? Enfin. Oui, parce qu'on peut le rappeler quand même. Enfin, vous en avez une quand même. Oui, de 300 hectares. Et on a remis un élevage depuis 2 ans. J'ai pas à rougir. J'ai une équipe formidable qui m'aide au quotidien à faire cela. Mais quand on le dit, voilà, il y a même un imaginaire fort, j'allais dire, qui remonte à ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu voir. On a très peu, et je vais faire sourire tout le monde. La seule émission grand public qu'on a sur l'agriculture, c'est L'amour est dans le pré. Je sais, c'est terrible. Ouais, c'est vrai ce que vous dites. Je veux dire, on n'a pas notre top chef agricole, donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Quand on regarde un peu les films où il y a des portraits d'agriculteurs, c'est jamais très flatteur. Ce sont des super entrepreneurs du vivant, et je pense qu'il faut arriver à réconcilier les citoyens avec leur agriculture et inspirer des jeunes. Mais même pire que ça, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des cas de suicide. Enfin, je veux dire, c'est quand même un secteur qui souffre profondément. C'est-à-dire qu'il on peut pas passer complètement à côté du sujet pour des raisons sociales, en fait. D'abord sociales. Aujourd'hui, vous avez une équipe de 22 salariés, c'est ça, au sein d'Hectare. Vous avez quand même convaincu l'ancien CTO, donc le chef, CTO, on sait ce que c'est, mais c'est un chef technique. Mais c'est plus que ça, c'est le cofondateur de Blablacar. Comment j'en viens à la partie un peu plus perso. Comment vous avez appréhendé apprivoiser cette fonction d'entrepreneuse finalement, parce que comment vous vivez ce nouveau job d'entrepreneuse? Vous êtes passé par la case politique, c'est le grand écart quand même. Écoutez, et je pense que je vais oser le dire, entreprendre, ça n'a pas été une évidence pour moi. J'ai douté, je doute chaque jour.
Et très vite, j'ai eu la chance de rencontrer effectivement Francis Nappé, qui a rejoint très tôt le projet et qui lui avait entrepris. Et très vite, c'est vrai que j'ai su dire ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas faire. J'ai un immense respect pour tous les entrepreneurs de toute entreprise, quelle que soit la taille de ces entreprises. J'ai trouvé la définition de l'entrepreneur depuis que je fais Hectare. Elle m'a été soufflée un jour, c'est être absorbeur de choc et diffuseur de confiance. C'est tellement vrai. Tous les jours, vous avez tout ce qui va pas qui vous revient, parce que c'est le rôle de l'entrepreneur. Et en même temps, vous devez maintenir le cap, motiver vos équipes derrière vous. Et j'ai rien trouvé de plus juste. La chance d'avoir rencontré Francis, qui a vraiment emmené toute la verticale innovation tech, qui était pas du tout mon savoir-faire. Ça a été moi très vite de le dire et de l'assumer auprès de mes équipes. Moi, j'adore faire la stratégie, le développement, monter le projet. C'est ce que j'aime faire. J'ai aucun talent dans l'accompagnement RH des équipes. Franchement, aucun. Et donc, pour autant, le dire et l'assumer, c'est dire de qui je m'entoure pour faire Hectare à mes côtés. Et donc, j'ai la chance d'avoir 80% de mon équipe qui ne connaissait pas l'agriculture, qui m'a aidé à oser. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est avoir avant tout une vision, une stratégie qu'on suit et savoir aller chercher des équipes qui nous complètent, des gens excellents. Et j'ai autour de moi des gens excellents, bien meilleurs que moi sur certains de leurs sujets. Et d'assumer ça assez vite, en fait. C'est super courageux. Enfin, moi, je vous écoute et je suis assez... je vous cache pas, comme la première fois que je vous ai écouté, je trouve que c'est fantastique. Parce que vous attaquez à un sujet qui, dans l'inconscient collectif, je le crois, reste quand même un peu chasse gardée de sujets géopolitiques, de sujets européens. On se dit, oh là là, c'est compliqué tout ça. Comment vous ressourcez? Enfin, moi, je suis toujours étonnée de voir des gens qui ont une pêche d'enfer, alors que c'est quand même un sujet... d'abord, voilà, c'est politique, c'est économique, c'est social, c'est waouh, quoi. Où est-ce qu'on trouve cette motivation, quoi. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Moi, je crois que je suis quand même assez passionnée de ces sujets-là. Et puis, justement, vous l'avez dit, ils sont complexes. Intellectuellement, être agriculteur, c'est très riche de sens. Parce qu'on nourrit prioritairement quand même les citoyens. Et en même temps, on le voit, vous l'avez dit, c'est des sujets géopolitiques. Donc, ça nécessite de s'intéresser à l'international. Enfin, je veux dire, il y a tout dans les métiers du vivant. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je puise mon énergie dans cette passion du secteur. Et puis aussi dans les équipes. Je crois qu'à un moment donné, entreprendre, c'est aussi voir que son idée... elle est portée par d'autres que soi. Accepter, et c'est peut-être ce qui a été le plus dur pour moi, j'ai toujours eu une exigence assez haute et de dire finalement j'ai une idée, il faut que j'accepte que d'autres l'enrichissent, la portent peut-être pas de la même manière que moi, c'est ce qui est le plus dur quand on entreprend. Et donc l'énergie, elle se nourrit d'une passion pour ce secteur, sincère, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être aligné quand on entreprend, de se dire j'ai aucun doute sur ce que j'ai envie de dire. Sur mes convictions et mon envie, assumer les échecs parce qu'ils sont toujours solitaires. Moi, aujourd'hui, avec Hectare, je m'expose. Avant, j'ai été peut-être conseillère d'un président à des hauts postes dans le privé, mais on peut toujours se planquer, en fait. De dire, c'est pas exactement pas de ma faute. Ouais. Là, je peux plus. C'est pas donc voilà. Donc j'en prends la mesure. Et après, on fait une petite part, vous l'avez dit, d'un sujet bien plus complexe. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut oser entreprendre et on peut entreprendre avec des convictions fortes. Quel enseignement, justement, vous avez pu... parce que c'est quand même... je suppose que ça suscite la curiosité comme la mienne, mais quand on est aux côtés d'Emmanuel Macron, d'un président de la République, quand on conseille un président de la République, comment dirais-je, on gagne en talent, en compétences. Je pense que vous avez quand même forcément tiré de cette expérience du bon comme du moins bon, comme dans toute expérience. Mais voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté sur un point personnel et professionnel? Sur un point professionnel, c'est quand même l'endroit où justement vous avez cet écart type très grand entre des enjeux géopolitiques majeurs. On avait porté un plan protéines qui me tient toujours à cœur. Aujourd'hui, on a 60% de notre troupeau, donc de nos animaux au niveau européen, qui dépendent du soja importé. Donc, on n'est pas autonome pour nourrir nos propres animaux au niveau européen. C'est incroyable. Non, mais vous voyez tous ces chiffres-là, moi, je trouve qu'il faudrait faire un livre pour rappeler tous ces chiffres, en fait, ou je sais pas, un réseau social là-dessus, parce que je crois qu'on se rend pas compte de ces chiffres-là. C'est fou. Et on l'a vu avec le Covid, l'enjeu d'être capable, d'être suffisant sur plein de secteurs stratégiques. Et le premier, c'est quand même savoir se nourrir. Et demain, on a beaucoup parlé... Et jusqu'à récemment, savoir se soigner. Puisque, se soigner. Je profite quand même... Excusez-moi, c'est pas votre sujet, mais moi, j'étais quand même horripilée
exaspérés par la pénurie de Doliprane, d'amoxicilline dans les pharmacies, quoi. C'est pour des bébés. Enfin, on peut pas soigner nos enfants. Ça, et donc, quand on parle d'autonomie ou de souveraineté, parce qu'il y a toujours ce débat sémantique, donc être à l'Élysée, c'est avoir ces gros enjeux macro. Et là, la force d'être dans ces endroits, c'est de mener des politiques effectivement plutôt au niveau européen, international. Et je crois, et ce que j'ai connu aussi, c'est d'être auprès des concitoyens avec une attente extrêmement forte de ce qu'incarne un président qui doit répondre à tout, à toutes les urgences. Et c'est vrai que moi, je voyais dans des journées un seul et même agenda qui doit partir de ces négociations plutôt sur des grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, et en même temps être capable d'aller intervenir au plus proche du terrain. Et c'est vrai qu'en sortant de cette expérience, je trouve qu'on attend beaucoup en tant que citoyen. On est très très exigeant auprès d'un seul et même homme qui doit maîtriser l'intégralité de ces sujets, où on attend qu'il soit, je me rappelle au moment du grand débat, répondre à une finesse de questions très opérationnelles et en même temps nous défendre face à ça. Donc c'est un endroit où j'ai appris énormément sur ces enjeux d'influence et de géopolitique, et je trouve que c'est une chance extraordinaire. Et après, c'est pareil, j'ai eu aussi vu l'attente très forte d'action et le temps politique, le temps de mise en œuvre des réformes, où on a envie que ça impacte tout de suite la vie quotidienne. Et en fait, vous voyez, je suis partie en 2019 et je suis toujours forcément des projets. Il y a certains décrets qui ont été sur une politique lancée en 2017, et c'est maintenant, 4-5 ans après, où on voit le décret publié pour une vraie mise en œuvre. Donc il y a une très forte attente citoyenne, on le voit, des enjeux qui sont ceux de la négociation internationale. Donc c'est toujours cette réconciliation de l'attente et du temps long que j'ai retrouvée. Et donc, c'était pour moi une expérience professionnelle extraordinaire et personnelle engageante. J'ai aussi un immense respect sur l'appareil d'État. On l'a vu dans le Covid, quand on parle souvent des fonctionnaires qui sont ci, qui sont là. Moi, j'ai vu des gens extrêmement dévoués pour leur pays. Et quand on est conseiller d'un président ou tous ceux qui travaillent dans des équipes rapprochées, on met en parenthèse, moi, plus de 3 ans de ma vie où on ne fait que ça. Donc, il y a aussi un engagement très fort, personnel. Je suis très très admirative, Audrey, parce que, et en plus, c'est comme quoi mon instinct me trompe pas, parce que quand je vous écoutais, je me suis dit, moi j'adore cette démarche qui consiste à dire, voilà, on arrête de tirer des constats, de dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, on se lance et on essaye de changer les choses. Et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes un rôle modèle, et bravo, parce que je trouve ça très courageux de votre part, et j'aime bien cette démarche, parce que c'est vrai que tout ne repose pas sur le politique, et qu'il faut arrêter de croire que un seul homme peut tout faire. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Encore un peu perso, mais alors là, vous m'arrêtez si vraiment vous voulez pas me répondre, vous avez totalement le droit. Mais je suis maman depuis 2 ans et quelques mois, et c'est vrai que quand j'ai une maman active face à moi, je peux pas m'empêcher de me demander, mais quel conseil vous donneriez, parce que quand vous menez de front autant de sujets, parce qu'Hectare, moi j'aimerais bien aller voir à quoi ça ressemble quand même. Là, ça vous suscitez ma curiosité, mais c'est vrai que je me dis que vous devez être débordé. Donc, comment vous organisez? Alors déjà, vous êtes la plus que la bienvenue. Ouais, et la deuxième chose, je vais désacraliser les choses. Je ne suis pas une mère parfaite, je ne suis pas une épouse parfaite, je ne suis pas une entrepreneuse parfaite. Et j'ai essayé d'être cette superwoman qui n'existe pas. Et donc, il y a toujours un équilibre aussi. Mais vous trouvez du temps pour vos enfants. Enfin, je suppose que quand même, vous arrivez à... J'ai eu 3 ans à l'Élysée où je n'ai pas eu ce temps. Et dans mes choix d'aller entreprendre aussi, c'était un peu retrouver moi-même des équilibres qui me sont chers, parce que j'ai des jeunes enfants. Bien sûr. Aujourd'hui, 7 et 9 ans. Et je trouve qu'il faut aussi pas se perdre. Et c'est toujours des choix, des moments de vie. Aujourd'hui, mon choix, il est d'entreprendre et d'être aussi au plus proche de mes enfants. Et c'est donc à un moment donné, être toujours dans cette question d'alignement. J'ai eu aussi la chance d'avoir... un mari qui est chef d'entreprise et qui est très engagé sur l'égalité femmes-hommes et qui a toujours su m'encourager et prendre ma part, ma juste part, ni plus ni moins. Et après, c'est beaucoup d'organisation et aussi d'apprendre ça, en fait. Aujourd'hui, il n'y a jamais de hasard. Ce matin, on a lancé chez Hectare un programme qui s'appelle Farm Heure, qui est justement sur faire prendre conscience à des femmes du secteur agricole et agroalimentaire des stéréotypes, de la capacité à monter dans la gouvernance agricole, parce qu'on manque énormément de femmes. C'est ça. Elles sont les plus diplômées.
en ingénieur agro, elles reprennent peu d'exploitation, enfin peu, 25%, c'est pas mal, mais c'est pas, ça pourrait être plus. Et dans les enjeux de structuration, de gouvernance, de filières agricoles, de coopératives, elles ne sont pas assez présentes. Et avec Hectare et de mon parcours professionnel, moi j'ai eu 2-3 femmes qui ont un peu changé ma vie. D'ailleurs, il y en a une qui est coach ce matin. Elle est venue me chercher dans un groupe parce que j'avais été identifiée comme femme à potentiel. Et elle m'a juste expliqué les codes en me disant, mais comment tu comptes augmenter en promotion dans cette entreprise? Je lui dis, j'ai des super résultats, je remplis tous mes objectifs, je travaille bien. Et il m'a dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut cultiver son réseau, apprendre à faire son réseau. Moi, on m'avait jamais appris à comment on cultive un réseau, on s'autorise à avoir les mêmes codes, en fait. Bien sûr. Et j'ai rencontré cette femme très tôt dans ma carrière. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai eu aussi la chance avant Hectare de manager des hommes et des femmes, que des jeunes femmes, malgré leur diplôme, ne savaient pas forcément cultiver un réseau. Et qu'à un moment donné, on sait toutes que d'avoir des jobs ou d'avoir des postes, ça passe par la capacité à rencontrer des personnes, à savoir que telle opportunité existe avant d'autres. Et ça s'apprend, en fait. Mais, et donc, avec Hectare, je voulais aussi un peu rendre à des femmes, et notamment quand on est dans le secteur agricole ou agroalimentaire sur des PME, ces programmes qu'on connaît bien dans les grands groupes sont très peu présents. On l'a fait une édition, là on en fait une deuxième qui commence ce matin et on a vu le bienfait d'expliquer juste très factuellement les choses. Donc pour répondre sur le point de vue personnel, je ne suis pas une mère parfaite, mais j'essaye en tout cas aussi de montrer, j'ai un petit garçon et une petite fille, que moi je ne me serais pas identifiée en restant une maman à la maison et que si mes enfants me voient épanouie dans mon travail, c'est aussi un signe d'équilibre. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, mais je trouve qu'on attend encore beaucoup et qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur la place d'une femme. Est-ce qu'on peut tout mener? On pose moins ces questions aux chefs d'entreprise. Voilà. Je sais, je suis désolée. Mais non, mais c'était pas. Non, c'est qu'en fait, j'aime pas. Moi, je pose cette question autant aux hommes qu'aux femmes, finalement, parce que je pense qu'il faut la poser aussi aux hommes pour que eux-mêmes se positionnent par rapport à leur vie privée, vie perso. Cette fameuse question, comment faites-vous vie privée, vie pro? Et c'est vrai que non, je trouve que c'est inspirant parce que je trouve que aujourd'hui les femmes sont de plus en plus concernées parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent entreprendre, etc. Mais il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que il faut faire attention à pas aller à 100% dans un truc quel qu'il soit. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et je le dis parce qu'on est un couple où on est tous les deux chefs d'entreprise à haute responsabilité et avant que je rentre à l'Élysée aussi, le rééquilibrage du partage de ce qu'on peut appeler l'organisation de la charge mentale ne se fait pas doucement. C'est-à-dire que à un moment donné, de par mon parcours, il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait même avant, c'était quand l'enfant est malade, c'était plutôt moi ou autre. Et puis à un moment donné, vous êtes effectivement à l'Élysée, donc vous n'êtes plus en maîtrise de votre agenda, donc les choses se mettent en place de manière un peu brutale. C'est de toute façon, voilà, je ne peux. Et donc on se réorganise. Mais ce que je veux dire aux jeunes femmes, s'il y en a qui nous écoutent, c'est que même dans l'équilibre au sein de son couple, il y a un moment donné où il faut, voilà, c'est pas naturel, c'est pas doux. C'est à un moment donné de dire, mais moi j'ai des responsabilités, comment on fait? Et ça, c'est aussi dur dans l'entreprise qu'à titre personnel. Bien sûr. Et c'est vrai que ça mais l'un sert l'autre. L'un sert l'autre. Exactement. Enfin, c'est des vases communicants. Et puis moi, je le vois, en ayant un petit garçon et une petite fille, et en étant pourtant, vous voyez, très engagée sur ces sujets, et j'intervenais à l'Assemblée sur l'égalité femmes-hommes, il y a aussi un poids culturel de la façon dont on encourage son petit garçon, sa petite fille, dans le champ sémantique qu'on emploie, dans la façon de prendre ça, qui fait qu'on a encore énormément de chemin à faire aussi en tant que maman. Pour avoir bien un sûr. Juste encouragement sur voilà, encourager autant sa petite fille que son petit garçon sur ses choix, sur ce qu'elle a envie de faire. Donc il y a un poids culturel qu'on ne peut pas nier non plus et qui n'est pas encore totalement abouti. Donc et on le voit, ça se transcrit pour moi dans le secteur agricole sur des femmes plus diplômées mais qui reprennent moins de fermes. Ça se traduit, on le voit avec les débats en ce moment sur l'orientation et les matières scientifiques. On a besoin, j'en ai pas parlé, aussi d'attirer des codeurs de l'intelligence artificielle dans les secteurs agricoles. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a une pénurie de talents, notamment de femmes dans ces sujets de la tech. C'est vrai. Audrey, je finis toujours mes interviews de la même manière en posant la question à mes invités s'ils ont, et vous pouvez prendre le temps de la réflexion, un coup de cœur et un coup de gueule. Vous pouvez ne pas en avoir, il n'y a pas de problème. Un coup de cœur, c'est une pièce de théâtre, un livre, une rencontre, un projet. Là, vous m'avez parlé de Farmer, ça peut être peut-être ça, peu importe. Et ensuite, un coup de gueule, ça porte bien son nom, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir un.
Coup de gueule, non, mais prise de conscience, ça serait peut-être le fil rouge de ce que j'ai dit là. Allez dans les fermes, allez parler à vos agriculteurs, demandez-leur ce qu'ils ont comme poids d'investissement quand vous êtes entrepreneur et le temps de retournement. Je voudrais vraiment que ce regard il change. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. C'est un super entrepreneur, quel que soit le modèle agricole qu'il ait choisi. Et donc ce moment de réconciliation. Je trouve qu'on est dans un moment très fracturé dans notre société. Terriblement. Et donc la réconciliation, c'est pas et donc de réconcilier cette société avec ses agriculteurs, je pense que c'est un vrai besoin. Donc ça serait ça. Et un coup de cœur, il me vient pas comme ça, mais pareil, je pense que s'intéresser aujourd'hui à des programmes sur l'égalité femmes-hommes, qui était un peu aussi le fil conducteur, ce qu'on fait avec Farmer, on a besoin aujourd'hui de donner les mêmes codes au secteur agricole que celui de l'entreprise. Et donc c'est aussi comment j'engage moi aujourd'hui beaucoup de responsables de haut niveau dans cette transition. Et on parle beaucoup d'environnement et je conclurai par la transition sociale. Dans RSE, la responsabilité sociale des entreprises, il y a un S qui est justement souvent pris en étau. Et je crois que aujourd'hui, les coups de cœur, c'est pour des entrepreneurs, quels qu'ils soient, qui arrivent à impliquer leurs salariés, à mieux répartir la valeur. On va avoir ces sujets-là à traiter. Et je trouve... Dans mes coups de cœur, ça serait les entrepreneurs des territoires. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle souvent des grands groupes qui sont souvent à la une de l'actualité. Quand on regarde, que ce soit pendant les Gilets jaunes, il y a eu quand même tous ces entrepreneurs qui tiennent nos territoires, qui s'investissent, qui créent de l'emploi en local. Et moi, je voudrais juste leur dire merci. Parce que pour être une entrepreneuse, je mesure chaque jour ce que c'est d'engagement, d'incertitude et de doute, et pour autant y créer un emploi formidable qui fait ce lien social au plus proche de nos territoires. Si je vous dis que je vous vois ministre de l'Agriculture, vous me répondez quoi? Donc j'ai choisi de l'entrepreneuriat vraiment parce que c'est là où aujourd'hui j'ai envie de mettre mon impact. Je comprends. Audrey, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais merci pour ce temps long. Non, mais parce avec que plaisir, c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que avec grand vous êtes plaisir. sur un podcast qui laissait le temps et c'est bien. Ouais. Merci mille fois Audrey, Merci. À bientôt et bonne route. Merci. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.